Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI, le CEPI qui publie L'économie mondiale 2018 aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage collectif et annuel. Vous signez le chapitre 4 intitulé « La démondialisation n'aura pas lieu ». Alors cette affirmation, il faut le dire, elle tranche avec les interrogations qui prévalaient en 2016 après le Brexit, après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. On s'interroge donc, qu'est-ce qu'il faut penser si on regarde des indicateurs économiques du ralentissement du commerce mondial, même si le mouvement semble se corriger depuis peu, ou encore de la régression de certains indicateurs de crédit? Alors, la période présente pose un certain nombre de questions par rapport à l'évolution de la mondialisation, parce qu'on a un ralentissement du commerce mondial très net par rapport à ce qu'on a connu avant la crise. On a dans le même temps une finance qui, elle également, en termes de relations internationales, a ralenti. On le voit que ce soit au travers de la mesure des flux financiers bruts internationaux, au travers également des créances bancaires internationales et dans le même temps également des investissements directs à l'étranger qui ont continué à progresser mais malgré tout régressé en proportion de l'investissement dans les pays en développement et émergents. Ça fait se poser la question de savoir si on n'est pas face à une inversion de tendance. Ce que j'explique dans ce chapitre, c'est qu'à analyser les choses en détail, ma conclusion, c'est qu'il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il s'agit plutôt de la fin d'une parenthèse, d'une période qui a été exceptionnelle à différents égards et d'ailleurs marquée par beaucoup d'excès. Et effectivement, le commerce ralentit, mais il continue à augmenter à peu près à la même vitesse que le PIB. Autrement dit, le taux d'ouverture mondial a arrêté d'augmenter, mais il ne baisse pas. Les relations financières internationales ont effectivement décru selon un certain nombre d'indicateurs, mais quand on regarde le détail, on s'aperçoit que le désendettement, le désengagement des banques européennes a joué un rôle crucial à la suite de la crise des subprimes et puis ensuite de la crise des dettes souveraines en zone euro. Et quand on regarde d'autres mesures des interdépendances internationales, on voit notamment que l'endettement en dollars par des acteurs non bancaires en dehors des États-Unis a beaucoup augmenté ces 10 dernières années. Donc les gestions de portefeuilles internationaux, les interdépendances, l'endettement en dollars dans les pays émergents en particulier, lui, augmente très fortement sur la même période. Et ça, pour le coup, ce sont des signes que la mondialisation, disons, reste très vive. Simplement, on a changé de période, on a changé de nature des relations. Dans le même temps, je dis, pour faire bref, la démondialisation n'aura pas lieu. Ce que je veux souligner par là, c'est essentiellement deux choses. C'est-à-dire que le retour en arrière serait extrêmement coûteux, d'une part. Et d'autre part, une partie des déterminants de la mondialisation ne sont pas réversibles, notamment parce qu'ils ont lieu au progrès technique. Il n'empêche que l'approche politique de la mondialisation, elle, s'est beaucoup transformée. On l'a vu avec la résurgence protectionniste, symbolisée par Donald Trump en particulier. On l'a vu aussi avec une approche qui est très différente dans les vertus et les dangers de l'ouverture financière, où je pense qu'on a des positions beaucoup plus pragmatiques maintenant. Et enfin, autour des fortes tensions sur la question des migrations. Alors on a bien compris qu'il était exagéré de parler de démondialisation. Alors qu'est-ce qui néanmoins peut caractériser cette nouvelle phase de la mondialisation? Il me semble que la caractéristique principale qui définit peut-être la phase actuelle, c'est que nous sommes dans une économie mondiale qui est devenue multipolaire. Il n'y a pas si longtemps de ça, à la fin des années 80, on était encore dans une situation dans laquelle les pays riches de l'OCDE représentaient plus de 80% de l'économie mondiale, qu'on le mesure par le PIB ou par les exportations. 25 ans après, ou à peine plus de 25 ans après, on est dans une situation où ces pays riches de l'OCDE font moins de 60% de l'économie mondiale, autrement dit à peine plus de la moitié. On est dans une situation où la Chine est devenue déjà depuis 2009 le premier exportateur de marchandises. Depuis 2 ans, la première économie mondiale, si on la mesure en termes tenant compte des différences de pouvoir d'achat. Autrement dit, on ne peut plus vraiment avoir une conception de l'économie mondiale qui soit centrée autour d'un pôle qui était ces pays riches de l'OCDE. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième qui est lié, c'est qu'il n'y a plus du coup une surdétermination par la puissance américaine, en particulier des relations internationales, et ça a créé un retour du risque géopolitique et des logiques de puissance avec des grandes puissances qui contestent leur pouvoir les unes des autres. Oui. Et c'est quelque chose qui, au fond, a toujours
existé, mais simplement qui est un peu passé au second plan, qu'on a pu un peu sous-estimer dans cette période, disons, de Pax Americana, qui a suivi la chute du rideau de fer. Et puis avant ça, c'était au fond surdéterminé par la guerre froide. Le troisième élément, c'est le rôle central du numérique. Le numérique, aujourd'hui, joue un rôle particulièrement important dans l'économie mondiale. Parce que, économiquement, c'est évidemment le cœur du réacteur de l'innovation. Et dans le même temps, c'est un domaine, disons, d'innovation qui a tendance à être à l'origine de gains qui sont très concentrés, qui ne sont pas du tout bien répartis spontanément. C'est également politiquement quelque chose d'important parce que le numérique est particulièrement étroitement lié aux technologies militaires et puis à la capacité de dominer, de contrôler les espaces communs, en particulier ceux virtuels et puis aériens et maritimes, ce qui est très important d'un point de vue géopolitique. Donc il est bien clair que les États-Unis ont une avance très forte dans le numérique et de ce point de vue-là, leur politique, leur intérêt, c'est de projeter leur puissance au niveau, leur puissance économique au niveau mondial sur ce domaine du numérique et donc d'imposer la libre circulation des données. Pour la Chine et la Russie, c'est politiquement quelque chose d'inacceptable. Donc, eux se sont franchement opposés à ce principe de libre circulation des données. Pour l'Europe, c'est quelque chose d'un peu plus délicat à gérer parce que nous ne sommes pas opposés à la libre circulation des données. Mais nous voulons mettre l'accent sur le besoin de sécuriser en particulier et de protéger les données personnelles. Et dans le même temps, nous voulons éviter d'être victimes, disons, de l'abus de position dominante des entreprises américaines, ce qui pose vraiment des questions de concurrence aiguë. Et enfin, nous sommes en retard pour nous-mêmes définir notre marché unique numérique en Europe. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Jean. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le temps nous manque, notamment sur les différentes approches des différentes zones de la mondialisation et puis des perspectives que ça trace. Mais bien sûr, tout cela est à lire dans l'économie mondiale 2018. Merci encore Sébastien Jean. Merci à vous.